Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce rendez-vous hebdomadaire des questions d'actualité au gouvernement. Dans 10 minutes, les sénateurs vont interroger, interpeller les ministres. Au menu de ces questions, les conséquences économiques du Covid, notamment la crise chez Renault, mais aussi des questions sur les banlieues, sur les violences policières ou encore les municipales. On va commencer par parler de ce sujet des violences policières à l'étranger avec la mort de George Floyd et les manifestations antiracistes qui se poursuivent aux États-Unis, mais aussi les répercussions en France. Je suis avec Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris. Bonjour. Bonjour. Vous étiez hier dans la rue, dans les manifestations, à l'appel du collectif pour la famille de Adama Traoré. Peut-on pour vous vraiment faire un parallèle entre l'affaire George Floyd et l'affaire Adama Traoré ? Enfin, on ne va pas faire de parallèle parce que ce n'est pas exactement le même cas. Mais, George Floyd et Adama Traoré, si on se réfère à la dernière expertise, sont morts par suffocation sous les coups Adama des gendarmes et Floyd des policiers. Bien sûr, les violences policières aux États-Unis, ce n'est pas nouveau. Et en France, ce n'est pas nouveau du tout non plus. Moi, la veille, j'ai été à Bondy à la demande de la famille de ce jeune Gabriel qui est à Necker avec 30 jours d'ITT et qui doit subir une opération. C'est un gamin de 40 kilos, mais néanmoins, de 14 ans. A provoqué à nouveau ces manifestations ici à Paris. L'affaire George Floyd, on a vu les mêmes mots sur les pancartes ici à Paris. Et au contraire, les syndicats de police vous disent non, ce n'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas importer le problème raciste américain en France. Ce n'est pas le même sujet. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, je ne dirais pas que tous les policiers sont racistes, mais il y a du racisme dans la police. On ne peut pas nier ce fait. Et vous jugez que ça a été le cas dans ces affaires en France ? Dans ces affaires, vous savez, avec l'affaire Gabriel ? Écoutez, en général, les personnes racisées sont déjà contrôlées 6 à 8 fois plus que les autres. C'est un contrôle au faciès, n'est-ce pas ? Et qui est très gênant et très intimidant. Et moi, déjà, en 2011, j'avais déposé une loi au Sénat pour qu'il n'y ait plus de contrôle au faciès. Et pour cela, j'avais demandé l'établissement d'un récépissé. On ne peut pas nier ce fait. Mais il faut se dire que l'ombre de George Floyd plane sur la manif d'hier. Et que ça va continuer à planer. Et je crains que les banlieues ne s'enflamme si le gouvernement ne tient pas un discours équilibré, parce que là on est en train de réduire. Non, on est en train de réduire la manifestation d'hier au rififi qu'il y a eu à la fin, qu'il y ait eu des violences à la fin. Je les regrette. À 9h, moi je suis partie parce que je sentais que partout, néanmoins, ça sentait le gaz lacrymo. Il y a eu des tensions, bien sûr, à la fin de cette manifestation. Oui, mais on ne peut pas réduire l'arrivée dans les conditions que nous connaissons, la peur de la maladie, 20 000, peut-être à 22 000 personnes, ensemble. Hier, on ne pouvait pas jeter une... Vous entendez aussi les personnes qui disent que ces manifestations, elles ne sont pas autorisées dans le contexte actuel. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de personnes qui se rassemblent. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, c'est pas normal. D'accord. Je suis d'accord, c'est pas normal. Alors, pourquoi ils sont tous fous? Ils sont allés parce qu'ils voulaient attraper le coronavirus? Non, mais enfin, il faut se dire que les gens ont pris des risques. Il y a un rejet de la police qui est énorme. Moi, je suis pour une police qui protège. Tant que la police ne deviendra pas le symbole de la protection et qu'on ne reviendra pas aux gardiens de la paix, il y aura d'autres manifestations malgré l'interdiction. Merci beaucoup Esther Benbassa d'avoir répondu à mes questions. On va continuer ces interviews alors que cette séance de questions d'actualité va commencer dans quelques minutes. Je suis avec François Patriat, le président du groupe de la République En Marche ici au Sénat. François Patriat, on va parler avec vous des municipales. Il y a la multiplication des alliances de la République En Marche avec la droite, on en parle beaucoup, Strasbourg, Bordeaux, Clermont-Ferrand, le 5e arrondissement de Paris par exemple. Est-ce que c'est-à-dire que la République En Marche penche à droite? Je dois vous dire que dans les investitures qui ont été faites par la Commission nationale
On a recherché des accords avec des gens qui partageaient nos valeurs et la vision que nous avions ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche. Dans ces accords, il y avait deux tiers d'accords plutôt à droite et un tiers d'accords plutôt à gauche. On aperçoit aujourd'hui que les accords à droite sont plutôt tenus dans les engagements. Je le vois par exemple chez moi à Mâcon ou à Vesoul ou d'autres, en Bourgogne-Franche-Comté, où les accords sont tenus, respectés, avec des places largement ouvertes aux marcheurs. Il y a d'autres territoires où la gauche, elle, poussée par ses propres militants, je les entends, je les connais par ailleurs, ne veulent pas d'accord avec nous, ne veulent pas d'accord avec nous. Là-bas, vous le déplorez, vous qui avez été socialiste la plus grande partie de votre carrière politique? Pardon. Vous le déplorez, cette situation, alors que vous avez été socialiste toute une partie de votre carrière? Je vois des élus socialistes. Je reste de gauche, bien entendu. Seulement aujourd'hui, je pense que le Parti socialiste doit se refonder, doit retrouver à la fois un leader, une autre doctrine. Il ne l'a pas encore fait, il le fera sans doute dans le futur. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que la gauche ne veut pas manifestement travailler avec nous. Elle refuse, surtout les militants, qui sont les plus, j'allais dire, qui font les obstacles plus forts que d'autres. Donc c'est normal que les accords... Mais avouez que l'accord qui est fait à Bordeaux aujourd'hui est un bon accord équilibré, que l'accord qui est fait à Strasbourg, qui permettra demain d'avoir, je l'espère, un maire en marche à Strasbourg, est un accord aussi équilibré. Et c'est lui qui était fait à la métropole de Lyon. Pourquoi avoir exclu Gérard Collomb? Dans ce contexte, on entend aussi par exemple François Bayrou qui estime que cette décision elle a été brutale, qu'elle est infondée et finalement on voit d'autres accords avec la droite. Sur Gérard Collomb, j'ai pas plus de réserve, mais je vois que le chemin qui a été parcouru et la voie qui a été prise au début, je pense que Gérard Collomb aurait dû trouver les moyens de s'accorder avec les partenaires qui sont en marche aujourd'hui. Je crois que ça a été une faire nous recevoir de part et d'autre par ailleurs, mais au nom de la responsabilité, c'est pas le fait d'avoir pactisé avec la droite, je voulais dire, c'est le fait de l'avoir fait dans le bureau de M. Wauquiez. C'est ça qui part. La droite Wauquiez, c'est pas pareil que la droite Juppé? Pas du tout. Un mot sur Agnès Buzyn, toujours une bonne candidate pour vous à Paris. On la voit qui reprend maintenant sa campagne. Je crois que aujourd'hui, quel aurait été le sens d'un nouveau changement de candidat? Agnès Buzyn a fait une campagne digne. C'est une grande dame pour une grande ville. Je crois qu'elle porte les valeurs qu'elle a portées au gouvernement. Elle le fait avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de talent par ailleurs. Je pense que bon, cette élection n'est pas gagnée aujourd'hui, mais elle fait une campagne qui est digne aujourd'hui. Je dois vous dire quand même que les élections municipales, c'est les élections de la stabilité. Et je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, on dit que c'est un échec pour la République. Oui. Ça n'est pas, bien sûr, mais nous avons quand même, malgré tout, je dis, beaucoup progressé. Parce que jamais je n'ai vu un parti, ni le Parti socialiste, que j'ai bien connu, vous l'avez dit, ni les Républicains, le RPR à l'époque, gagner des collectivités, gagner des mairies, gagner des départements, gagner des régions en 3 ans. Il aura fallu à tous 8, 10, 12 ans pour y arriver. Donc laissons à la République en marche le temps d'arriver. Relativiser voilà. les inquiétudes pour la République en marche sur ce scrutin. Juste un mot sur la sincérité du scrutin. Est-ce que vous avez encore des craintes sur la sincérité du scrutin? La participation au 28 juin, on sait que vous auriez été favorable plutôt à repousser les élections à l'année prochaine. Je l'ai dit, je n'y reviens pas. Je suis loyal. C'est la décision du gouvernement, c'est la décision du chef du gouvernement. Bien entendu, je suis loyal et je la soutiens. Je continue malgré tout à dire que dans ce scrutin, il y a quelques obstacles majeurs qui me paraissent. D'abord, la rupture d'égalité entre les candidats que je vois. Je vais en voir maintenant tous les jours qui vont recommencer la campagne et qui disent voilà 2 mois que nous n'avons pas existé alors que le maire sortant a existé. Il y a une rupture d'égalité réelle. 2, un scrutin le premier week-end de départ de juillet et pendant que la commission d'enquête va siéger au Sénat. Ça va être des conditions difficiles aussi. Donc j'ai émis des réserves, je m'interroge toujours, mais je serai loyal. Vous maintenez vos réserves, mais vous êtes loyal. Merci beaucoup François Patria d'avoir répondu à mes questions. Et avant d'aller en séance, je vais accueillir la sénatrice écologiste, Génération du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian. Bonjour. On va parler ensemble de la situation du groupe Renault, alors que les salariés de l'usine de Choisy-le-Roi, donc dans le Val-de-Marne, votre département, se sont mis en grève face à la fermeture annoncée de leur site. Vous les soutenez, bien sûr? Bien sûr, parce qu'on voit bien là que le projet pour que Renault et l'industrie automobile affrontent les grandes transitions à venir, la transition écologique, ne sont pas à la mesure des enjeux. Et donc c'est forcément sur les salariés que pèsent tout de suite les difficultés d'une entreprise, sans pour autant un projet industriel qui soit viable. Non, et les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Vous ne pensez pas que la situation financière aujourd'hui de Renault exige des coûts, parce que ce n'est pas toute la survie du groupe qui est en
en jeu aujourd'hui? Ce dont on a besoin, c'est d'une vision renouvelée pour que l'industrie trouve sa place dans un nouveau modèle de société qui soit vertueux en termes environnementaux et qui soit aussi vertueux au niveau social. Je ne vous cache pas qu'on aurait en France un revenu universel d'existence. La situation des ouvriers et ouvrières actuellement en difficulté ne serait pas la même et on pourrait envisager les choses différemment. Pour l'instant, il y a évidemment d'abord à faire en sorte que les évolutions de l'entreprise ne se fassent pas au détriment des salariés, de leurs droits et évidemment de l'emploi. C'est essentiel. Hier, le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros pour Renault a été signé. Est-ce que c'est pour vous une bonne chose? C'était vital, encore une fois, pour ce groupe. On sait qu'il ne pouvait pas faire sans. Mais l'intervention de l'État, elle doit toujours être conditionnée. Et aujourd'hui, on voit bien que les conditions ne sont pas réunies, à la fois pour assurer à Renault... Il y a eu quand même des conditions sur les dividendes, sur le maintien du site de Maubeuge. Ce n'est que normal qu'on ne distribue pas de dividendes alors qu'on va mettre des gens au chômage. Enfin, je veux dire, c'est juste... on ne devrait même pas avoir à le demander. On ne devrait même pas avoir à le demander. Alors, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons, enfin moi je demande à ce que les différents sites soient sauvegardés, à ce qu'il y ait un vrai projet industriel qui soit monté pour assurer l'avenir. Notamment pour Choisy-le-Roi, bien sûr. C'est le site qui est le plus en danger aujourd'hui pour Renault en France. Bien sûr, on pense à Choisy-le-Roi, immédiatement dans le département, dans le Val-de-Marne, mais aussi à Maubeuge et à tous les salariés de Renault qui sont inquiets et on les comprend. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Taillé-Polian, d'avoir répondu à mes questions. On va maintenant rejoindre l'hémicycle du Sénat où la cloche vient de sonner. Vous le voyez, Gérard Larcher est installé. C'est le début de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. D'usage, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement sous le format adapté que nous avons défini, qui évoluera encore. Notre séance se déroule dans les conditions de respect des règles sanitaires mises en place depuis le mois de mars, avec les mesures de précaution, et chacun respectera notamment la procédure d'entrée et de sortie pour les sénateurs par le couloir du pourtour du haut et le gouvernement par devant. Je voudrais saluer les sénateurs qui acceptent d'être présents dans les tribunes du public qui leur sont réservées. Ils sont naturellement pleinement dans l'hémicycle à cet instant. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Je donne la parole à notre collègue Olivier Léonard pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, j'avais prévu depuis plusieurs jours de vous interroger sur les tensions grandissantes dans les relations police-citoyen. J'avais d'ailleurs signé durant le confinement un appel dont vous avez été destinataire avec de très nombreuses personnalités sur les problèmes de racisme qui existent au sein de la police et qu'il me semble urgent d'affronter avec vigueur. Ceci étant dit, je veux aussi, bien sûr, affirmer avec force qu'il n'est pas possible de laisser toute une institution républicaine, la police nationale et ses agents, salis par les comportements intolérables d'une infime minorité. Nous savons l'importance des missions exercées par nos forces de l'ordre. La sécurité est en effet le premier des droits, notamment pour nos concitoyens les plus fragiles. Et c'est aussi la garantie de notre liberté. Nous savons aussi combien leur mission est difficile et malheureusement, depuis de trop nombreuses années, et quelle que soit la couleur politique des gouvernements, les conditions de travail de nos policiers se dégradent avec le manque de moyens, le manque d'effectifs, le manque de reconnaissance, la pression liée au contexte politique mouvementé ou le terrorisme. Dans ce cadre explosif, la dégradation des relations entre la police républicaine et nos concitoyens, qui montait durant les semaines de confinement, a été malheureusement trop souvent reléguée au second plan. C'est pour cette raison, mais aussi du fait du contexte international, que la manifestation d'hier devant le tribunal de Paris a trouvé un écho important et je condamne bien entendu fermement les violences qui se sont survenues à la fin de ce rassemblement. Il est pourtant impératif, urgent, de répondre enfin
à la fois aux inquiétudes des policiers et agir aussi avec force pour garantir l'exemplarité de leur action. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, pouvez-vous nous indiquer quels moyens sont prévus pour permettre aux forces de l'ordre de travailler sereinement et préciser si le stock de plusieurs millions d'heures supplémentaires dues aux agents va enfin être payé? Enfin, pouvez-vous également me dire quelles nouvelles actions sont envisagées pour lutter contre les problèmes de violence et de racisme au sein de la police nationale? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Christophe Castaner. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Léonard. Pour défendre cette institution, cette police républicaine que vous avez saluée dans son quotidien et que nous saluons tous ici, il faut aussi être particulièrement exigeant. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant, parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. C'est garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme et s'engage au quotidien pour défendre l'honneur de la République. C'est cela qui est essentiel. Et il ne s'agit pas de faire des amalgames, mais il s'agit effectivement de dénoncer tout propos ou tout comportement. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées. Le défenseur des droits, il y a quelques jours, rendait un rapport sur des faits qui ont plusieurs années. Les policiers incriminés ont fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de 4 mois. Il y a quelques semaines, à Marseille, des policiers ont commis des gestes inacceptables, un comportement inacceptable. Selon la décision de justice, un des policiers a été condamné à 40 mois d'emprisonnement pour avoir transporté une personne contrôlée de force en dehors de la ville de Marseille. Ces faits-là sont inacceptables, ils font l'objet de sanctions. Et donc nous devons être vigilants mais attentifs. Attentifs en nous engageant, et je réponds à votre question, auprès de la police et de la gendarmerie. Depuis 2017, le budget de la police et de la gendarmerie a augmenté d'1 milliard d'euros. C'est significatif. Depuis 2017, nous avons lancé un programme de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur tous les services, ceux du renseignement, mais ceux aussi de la police de sécurité du quotidien. Et monsieur le sénateur, pour clore mon propos, je nous renvoie non pas aux commentaires, mais à la réalité d'analyse sérieuse. Et récemment, l'Université du Mont-Blanc a travaillé sur le rapport entre les citoyens et la police. 48 134 personnes ont été interrogées dans ce cadre-là. Et 85,3% de ces 48 134 personnes interrogées ont une opinion très positive et positive de la police nationale et de la gendarmerie. C'est aussi cela la réalité. Ce ne sont pas les commentaires médiatiques et la réalité, elle ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Merci. Donnez la parole à Éric Bocquet en demandant que chacun respecte son temps. Pour Éric Bocquet pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Le groupe automobile Renault vient d'annoncer la suppression de 4 600 emplois dans notre pays. Bien au-delà des effets de la pandémie en cours, nous payons là le choix des délocalisations massives vers les pays à bas coût pratiquées ces 2 dernières décennies. Les menaces pesant sur l'avenir de certains sites suscitent, on l'a constaté, d'énormes inquiétudes dans les territoires concernés. Maubeuge, malgré les annonces récentes mais sans réelle garantie, au-delà de 2023, Choisy-le-Roi, Flins, Caudan ou encore Dieppe. Le chiffre d'affaires de Renault fut de 55 milliards d'euros en 2019. L'État actionnaire a annoncé l'octroi d'une garantie publique de 5 milliards d'euros. Monsieur Jean-Dominique Senard, président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, déclarait sur France Info lundi soir que cette garantie ne s'accompagnait pas, je cite, de contraintes difficiles. Madame la ministre, quelles contraintes allez-vous imposer au groupe Renault? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bocquet, je sais votre attachement à Renault. Vous êtes un élu du Nord. Le Nord, c'est notamment Maubeuge, c'est notamment Douai. 2 sites qui sont extrêmement importants. Oui,
j'élargis un peu, 2 sites qui sont extrêmement importants, et notamment Maubeuge, qui est le site qui produit la Kangoo, et qui est un des plus productifs des sites français aujourd'hui, pour lequel d'ailleurs Bruno Le Maire a réuni encore hier l'ensemble des organisations syndicales, les élus, pour justement faire prendre des engagements à Renault. Et je rappelle qu'hier, le prêt garanti par l'État était encore pas signé, et ce sont ces engagements-là que nous prenons en donnant cette garantie. Jean-Dominique Sénard a été très clair. La première chose, c'est que Renault est en grande difficulté. Je crois que autour de ces bancs, on peut tous s'accorder sur cette situation. Elle aborde la crise en difficulté. Cela avait été indiqué au moment de l'annonce des résultats 2019. Elle perdait beaucoup d'argent et elle continue à en perdre dans le cadre de la crise du Covid. La deuxième chose, c'est que Renault fait un plan mondial de réduction des coûts. Ce plan, il concerne aussi la France, mais parmi d'autres pays. Le sujet n'est pas de délocaliser des productions, le sujet est de faire face à une diminution du nombre d'achats de voitures. Renault peut produire 5 millions de voitures. Malheureusement, elle n'en vendra peut-être que 3 millions, 3 millions 2, 3 millions 4 cette année. On voit bien l'écart de production par rapport à ses capacités industrielles. La troisième chose, c'est que Jean-Dominique Sénard s'y est engagé. Les suppressions d'emplois en France ont vocation à être des suppressions qui ne s'accompagneront pas de licenciements secs. C'est son engagement. Nous le suivrons de très près. C'est notre travail. Enfin, s'agissant du site de Maubeuge, je veux dire ici que, là encore, il a pris des engagements fermes visant à, en 2023, donner un avenir à ce site et à continuer et y maintenir des activités. Dernier point, Renault s'est engagé à relocaliser des productions en France, notamment sur la traction électrique, et à investir dans la batterie électrique, ce projet européen qui est si important pour notre industrie automobile. Monsieur Bocquet. Oui, Madame la Secrétaire d'État, les sites de production des modèles Twingo, Clio et Dacia sont implantés en Turquie, en Roumanie et en Slovénie. Ces usines tournent 7 jours sur 7 et sont surchargées. Il faut décider de relocaliser la production de 300 000 de ces véhicules afin d'apporter de la commande aux sites de production de notre pays. Et dans le même temps, réorienter ces productions vers des modèles hybrides, électriques et thermiques à prix modique, ceci aussi afin d'accélérer la transition énergétique. Et cela pose aussi en creux la question du pouvoir d'achat. Personne ne comprendrait que l'argent public ne serve qu'à accompagner les suppressions d'emplois. Notre industrie automobile mérite un autre développement, un autre avenir et un engagement fort et déterminé de l'État actionnaire. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Viviane Artigalas pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Membres de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, je me fais ici la porte-parole de mes collègues de Guadeloupe et de Martinique qui s'inquiètent pour l'avenir budgétaire des collectivités des Outre-mer. C'est dans un contexte de chute brutale des rentrées fiscales que le Premier ministre a annoncé ce vendredi une garantie des recettes pour les Outre-mer, 110 millions pour les communes, 40 millions pour les régions et collectivités uniques. Des mesures que nous avions très tôt proposées et que nous sommes aujourd'hui satisfaits de voir actées. Mais vous nous proposez une enveloppe de 150 millions, alors que notre collègue sénateur Georges Patient, auteur d'un rapport sur le sujet, parle pour sa part de 200 millions. Quand d'autres experts avancent même la somme de 240 millions, nous sommes donc encore manifestement très loin du compte. Outre ces premières mesures, des experts mandatés par Bercy ont également commis un rapport qui vous propose de remplacer l'octroi de mer par des points de TVA supplémentaires. Madame la ministre, évitons ce débat déstabilisant et anxiogène. Nos collègues vous demande d'écarter cette option mortifère qui n'a fait l'objet d'aucune consultation. Au lieu de réformer l'octroi de mer, il vous propose de rattraper le niveau des dotations de péréquation, verser dès cette année les 85 millions d'euros qui font défaut aux Outre-mer. Il vous suggère de préfinancer le FCTVA pour toutes les collectivités ultramarines et pas seulement pour Mayotte. Il souhaite que soient versées de manière anticipée certaines ressources aux collectivités comme la DGF et que soient intégralement compensés les allègements de taxes de séjour et de cotisations foncières. Il vous demande enfin d'anticiper la crise sociale à laquelle feront face les départements et de supprimer les contrats du pacte de Cahors. Madame la ministre, quelle réponse pouvez-vous faire à ces légitimes demandes? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer. Madame Girardin, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs,
Les mesures annoncées par le Premier ministre vendredi, vous en avez parlé, sont des mesures exceptionnelles, historiques. Vous comme moi, nous sommes investis dans la vie politique depuis de nombreuses années. Moi, depuis 2000, j'en ai jamais vu, y compris après la crise de 2008. C'est exceptionnel, c'est historique. Et pour les territoires ultramarins, l'effort est à la hauteur des besoins. Vous avez parlé d'un certain nombre d'évaluations. Ce ne sont que des évaluations. Nous nous sommes effectivement mis d'accord avec l'ensemble des collectivités pour avoir cette évaluation, mais de se dire aussi que le rendez-vous, il est pour la fin de l'année. Qu'est-ce qui a été annoncé par le Premier ministre vendredi? Et c'est important de le rappeler. Ça veut dire, pour les communes des DROM, il faut le préciser, pour les communes des DROM, ça veut dire qu'elles vont avoir une compensation des pertes, et notamment sur l'octroi de mer et sur le carburant, totale. Qu'est-ce que ça veut dire pour les régions? Ça veut dire exactement la même chose, une exception, une spécificité pour les régions ultramarines. Elles aussi, elles auront cette garantie de prise en charge par l'État. Bien sûr qu'il faut une évaluation et qu'elles ont été chiffrées. Le rapport du député Cazeneuve nous a servi de base, mais les débats continuent et nous aurons l'occasion d'en reparler. Aucune collectivité n'est oubliée. Je vous rappelle que la Calédonie, comme la Polynésie, ont fait une demande de prêt garanti par l'État. Pour la Calédonie, c'est 240 millions qui ont été accordés. C'était au PLFR 2. Cette fois-ci, nous traiterons effectivement, et nous sommes en négociation, la Polynésie au PLFR 3. Et puis les autres collectivités, les petites collectivités de 74, sont aussi pris en compte dans leurs spécificités, notamment quand elles ont des ressources qui viennent d'une forme d'octroi de mer ou de taxes sur les carburants. Ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois qu'on embrasse la totalité des territoires ultramarins et qu'on est aux côtés de tous les territoires. C'est, je crois, ce dont il faut se féliciter. Mais je n'ai pas oublié toutes vos autres demandes. Et bien sûr que nous sommes aux côtés des collectivités depuis le début. J'ai fait en sorte d'ailleurs que le FEI, qui est de 110 millions, soit attribué en totalité aux différentes collectivités dès le mois de février, dès le début de la crise, pour qu'elles puissent agir dès la fin de cette crise, dès le confinement, pour relancer les marchés publics, pour relancer l'économie de leur territoire. Avec l'Agence française de développement, on a annoncé 1 milliard de soutien aux collectivités et aux entreprises qui sont disponibles à partir de cette semaine. Il y a eu d'autres formes d'accompagnement et je vous rappelle que le gouvernement n'a pas terminé l'ensemble de ses annonces en la matière puisque le Premier ministre reprendra aussi la parole sur ce sujet. Le réflexe Outre-mer, il est là. Nous sommes aux côtés des collectivités comme c'est n'a jamais arrivé dans l'histoire. Madame Artigalas. Oui, merci Madame la Ministre pour ces réponses. Donc on compte sur vous pour continuer. Je crois que je tiens quand même à continuer à souligner l'urgence qui est de prévenir tous les risques d'incapacité budgétaire, de permettre aux collectivités d'outre-mer de sortir de l'ornière et de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. En effet, vous êtes pas sans savoir que l'investissement et l'économie des autres mers dépend essentiellement de la commande publique. Donc nous comptons sur vous pour continuer à aller plus loin et surtout ne rouvrez pas le débat sur l'octroi de mer. Merci beaucoup. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Pierre Decool. Pour le groupe Les Indépendants, vous avez la parole, mon cher collègue, pour 2 minutes. Monsieur le Président, intérieur, mes chers collègues, c'est un parlementaire quelque peu décontenancé qui vous interroge, Monsieur le Ministre, à propos de la reconnaissance des élus locaux sans étiquette. Ces élus représentent, excusez du peu, près de 85% des élus locaux dans le département du Nord. J'avais plaidé il y a quelques années avec Alex Türk, mon prédécesseur, et la Fédération des élus non inscrits du Nord en faveur de l'instauration officielle de la qualité d'élu sans étiquette. C'était en 2003. En 2010, le Conseil d'État avait rejeté le recours formulé contre l'impossibilité pour les élus d'être reconnus et classés comme sans étiquette. Ce combat ancien, nous pensions le partager avec vous, Monsieur le Ministre. Lorsque mon collègue Dany Wattebled vous a interrogé sur votre volonté d'intégrer cette rubrique dans les documents des élections municipales de 2020, vous sembliez ouvert à la discussion, à notre écoute, aviez-vous dit, pour reprendre votre expression. Votre circulaire tant décriée du 10 décembre 2019 apportait un début de réponse, en supprimant le nuancement politique pour les candidats dans les communes de moins de 9 000 habitants. La circulaire a été suspendue par le Conseil d'État. Celle du 3 février a rabaissé le seuil aux communes de moins de 3 500 habitants, hors chef-lieu de canton. Nous n'avons pas crié victoire, mais nous pensions que le concept d'élu sans étiquette était acquis. Mais depuis quelques jours, j'ai un horrible doute. Certains maires m'ont fait part de leur déception, de leur interrogation, en remplissant le document de déclaration des résultats. Dans celui-ci, leur étiquette politique leur est demandée, y compris dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ma question est donc claire.
Votre circulaire du 3 février 2020 s'adresse-t-elle aux déclarations de candidature et aux documents de résultats des élections ou s'adresse-t-elle uniquement aux seules déclarations de candidature? Il semble que les interprétations soient différentes. Plus clairement, les élus qui le souhaitent dans les communes de moins de 3 500 habitants, hors chef-lieu d'arrondissement, peuvent-ils choisir de ne pas avoir de nuances politiques? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous aviez bien compris qu'au moment où je signais une circulaire qui suggérait qu'en deçà de 9 000 habitants, c'est-à-dire un très grand nombre de communes, il ne s'agissait pas de faire en sorte que les préfets seuls décident d'un nuançage politique et de faire en sorte que la réalité que beaucoup connaissent ici, que j'ai connue pendant les 17 ans où j'étais maire d'une commune de 5 000 habitants, fait qu'en réalité, on peut avoir son étiquette politique personnelle, mais pas dans sa fonction, ni même dans celle de la liste que l'on conduisait. Le débat a eu lieu, il a été très médiatisé, très repris, et je me souviens avoir subi quelques reproches sur ce sujet-là. Et donc, j'ai abaissé le seuil à 3 500 pour exécuter la décision du Conseil d'État. Il y a la différence, et vous l'avez rappelé, entre l'étiquette politique qui est déclarative et le nuançage qui relève de l'appréciation des préfets et depuis longtemps. Et je crois qu'effectivement, il y a certains maires élus qui ne se retrouvent pas forcément derrière une étiquette politique. Donc on les invite à déclarer leur étiquette. Ils peuvent effectivement ne pas se retrouver et les préfets doivent, c'est l'usage, et je ne voudrais pas rouvrir ce débat, nuancer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la règle qui s'appliquera dans les jours qui viennent ou qui s'applique aujourd'hui est la même que celle qui a été retenue en 2014 et les années précédentes. Depuis 2014, 37 165 maires, et là vous allez me dire, mais c'est plus que le nombre de maires, mais maires qui ont été en fonction depuis 2014 du fait de démissions, de décès, de remplacements de maires, ont fait l'objet de ce nuançage par les préfets. Et 26 689, soit 72%, ont été classés divers. Alors certes, ça n'est pas l'appellation sans étiquette, mais je pense que vous retrouverez dans cette appellation divers qui ne permet pas d'identifier politiquement sur le schéma que nous connaissons dans notre représentation nationale ou dans les partis politiques, mais qui correspond à l'expression des maires qui ne veulent pas se reconnaître dans telle ou telle étiquette politique. Et les instructions que je donne au moment où je vous réponds et que je confirmerai si c'était nécessaire, c'est que les préfets doivent être à l'écoute des maires désignés par le conseil municipal et que la qualification divers relève de leur propre appréciation et que nous devons l'entendre. Merci. La parole est à notre collègue Arnaud Bazin pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, se développe en France chez certains de nos concitoyens un sentiment d'impunité qui n'est d'ailleurs pas qu'un sentiment. Il s'y développe une réelle impunité où la violence et la menace ont depuis longtemps pris la place de la loi et des forces de l'ordre, de plus en plus spectatrices de situations qui leur échappent. L'autorité de l'État n'est à leurs yeux plus qu'un mot. À force de laisser faire, d'excuser et de ne rien faire, l'État a perdu le contrôle. Nous récoltons les fruits amers de nos renoncements. Une de nos collègues, Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice du Val-d'Oise, est aujourd'hui victime de cette violence et de ces intimidations qui touchent tous ceux qui représentent l'État ou les pouvoirs publics. Pour contester une décision prise par la mairie de sa ville, ceux qui ne l'acceptent pas ont choisi de s'en prendre à notre collègue. Vendredi, elle a été copieusement insultée. Lundi, un groupe d'une quarantaine de personnes a fait le siège de son domicile, l'empêchant de sortir de chez elle, allant jusqu'à la menacer de s'en prendre à sa mère âgée qui habite un quartier HLM de la ville. Avant que ce groupe qui déambulait dans la ville n'arrive devant son domicile, la police municipale avait pourtant prévenu la police nationale de ses intentions. Hier, ce même groupe a recommencé sa bruyante déambulation, bloquant la circulation, s'installant sur plusieurs giratoires pour finir par revenir devant le domicile de notre collègue et y proférer de nouvelles menaces. Aujourd'hui, notre collègue ne peut plus circuler librement dans sa ville. Hier, une manifestation interdite en plein état d'urgence sanitaire qui a réuni 20 000 personnes devant le palais de justice de Paris a dégénéré. La justice y était accusée de couvrir la gendarmerie dans un dossier qu'hélas, au plan local, je connais trop bien. Quelle inversion des valeurs! Ce sont désormais les voyous qui tiennent la dragée haute aux représentants de l'État, aux forces de l'ordre. L'impunité leur donne toute leur force. Ces voyous savent qu'ils ne risquent rien. La politique de votre gouvernement est de vider les prisons. D'où ma question, Monsieur le ministre. Où est l'État? Qu'est devenue l'autorité de l'État?
Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je ne partage pas votre vision, même si les faits que vous évoquez, notamment pour votre collègue sénatrice, sont totalement insupportables, inacceptables. Et j'ai demandé au préfet de prendre langue avec elle pour que tous les moyens soient mis, évidemment, pour garantir sa liberté d'expression, sa liberté de dire et de combattre comme elle le souhaite, comme elle le veut. Non pas seulement parce qu'elle est sénatrice, et ce serait déjà une excellente raison, mais tout simplement parce que dans ce pays, nous devons garantir cette liberté d'expression. Mais je ne veux pas vous laisser dire que les voyous pourraient aujourd'hui tenir la dragée haute face à notre police ou notre gendarmerie. Chaque jour, chaque nuit, chaque fois que la police est appelée, elle vient. Chaque fois, elle intervient. On a beaucoup parlé ces derniers jours, et hélas depuis de longues années, de la question des violences urbaines. Comme vous, je les dénonce. Mais je fais en sorte que la police soit renforcée. J'évoquais tout à l'heure la politique de 10 000 recrutements nécessaires pour que nous soyons présents partout, y compris dans les quartiers. Et nous sommes présents partout, y compris dans les quartiers. N'analysons pas les événements médiatiques comme une ligne ou une tendance en matière de violence urbaine. Si on regarde par rapport à l'année dernière, nous sommes sur une constante, y compris d'ailleurs pendant la période du confinement, à l'exception de l'Île-de-France où nous avons connu une augmentation significative, mais ça n'était pas le cas sur l'ensemble du territoire national. Mais à chaque fois, police et gendarmerie, malgré le risque de guet-apens, et il y en a eu 120, ont été identifiés pendant la période du confinement comme étant des guet-apens. À chaque fois, police et gendarmerie sont intervenus. Et je ne voudrais pas vous laisser penser qu'il n'y a pas d'interpellation. Au contraire, des interpellations, il y en a eu. Plus de 300 individus, pendant la seule période du confinement, ont été interpellés dans le cadre de ces violences urbaines. Des condamnations ont déjà eu lieu, des condamnations à la prison ferme, des condamnations avec dépôt immédiat et écrou immédiat. Voilà la réalité. Mais il n'empêche que c'est un combat que nous devons mener, pas seulement, monsieur le sénateur, par l'interpellation, mais aussi par la prévention, par la présence. Et je ne souhaite pas opposer la nécessité d'avoir une police de sécurité du quotidien qui s'appuie sur le travail des élus pour porter une ambition pour les quartiers les plus difficiles de notre pays et une légitime répression. Les deux doivent aller de pair. La parole est maintenant à notre collègue Jean-François Longeot, pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question s'adressait à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, question pour laquelle je tiens à associer pleinement ma collègue Valérie Létard, ici présente dans les tribunes, ainsi que notre collègue Jacques Lenay. Monsieur le ministre, vous avez signé hier le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros pour aider le groupe Renault en grande difficulté déjà avant la crise du Covid-19. À cette occasion, vous avez rappelé les garanties sociales associées aux 10 prêts, telles que le maintien de l'emploi et de l'activité industrielle sur le site de Maubeuge au-delà de 2023. Ces garanties sont rassurantes, mais nous serons très vigilants à ce que le rendez-vous d'étape fixé dans 6 mois ne remettent pas en cause les dites garanties que nous estimons consubstantielles à un tel soutien public massif. Car ce prêt intervient pourtant 4 jours à peine après l'annonce d'un plan de restructuration et la suppression de 4 600 emplois en France pour un fleuron industriel national. Monsieur le ministre, ce prêt intervient également 7 jours après la présentation d'un plan de soutien massif à l'industrie automobile qui devait être la rampe de lancement d'une souveraineté économique retrouvée. Ce plan, et plus globalement la stratégie de l'État actionnaire, parviendront-ils au pire à empêcher la désindustrialisation hexagonale ou au mieux à permettre la relocalisation dans notre pays d'une partie de la production? Et si oui, laquelle? Enfin, entre un plan de soutien à l'automobile qui se veut être un véritable PAC et avec ce nouveau prêt, quelle garantie l'État actionnaire a-t-il obtenu de ses engagements financiers en termes d'emploi, en termes d'aménagement du territoire, en termes de traitement des sous-traitants et en vision stratégique d'avenir? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Longeot. Monsieur, il fallait que ça arrive un jour. Monsieur le sénateur Longeot, Renault perd de l'argent. Vous le savez, vous l'avez dit, ses capacités de production en France sont d'1 million de voitures, un peu plus. Cette année, elle en produira à peu près 600 000, ce qui veut dire qu'elle est en surcapacité massive. Ce n'est pas
de votre faute, ce n'est pas de la mienne. C'est le fait qu'entre le Covid et une course au volume, Renault n'a aujourd'hui pas les moyens ou une infrastructure industrielle qui est beaucoup trop importante par rapport à la réalité des clients dont elle dispose. Plus largement, Renault joue sa survie et l'industrie automobile joue également une partie difficile. C'est probablement la crise la plus difficile de toute son histoire. 800 000 emplois en France, 400 000 dans l'industrie, 400 000 dans les services. Et c'est ce qui justifie de prendre ce plan automobile qui est un plan automobile à la hauteur des enjeux, un plan automobile qui ne vise pas seulement à sauver les meubles en donnant des soutiens à des entreprises en difficulté, mais qui vise justement à construire l'avenir. Construire l'avenir, c'est définir, positionner Renault et positionner l'automobile française parmi les leaders en matière de véhicules électriques, de véhicules autonomes. Cela signifie accompagner la transition de ces entreprises. Vous parliez des sous-traitants. Nous demandons à Renault, nous demandons à Peugeot, nous demandons également aux sous-traitants de rang 1 d'accompagner la transformation industrielle des sous-traitants de rang 2, de rang 3, ces PME et ces ETI qui sont implantés dans nos territoires. Voilà une première réponse. Deuxième réponse, quelles sont les contreparties? Ces contreparties, au-delà de celles que j'ai mentionnées pour les sous-traitants, c'est plus d'1 milliard d'euros d'investissement pour relocaliser des productions en France, de Renault, de Peugeot, de Faurecia, de Plastic Omnium et de Valeo. Voilà des faits concrets. Nous allons continuer à travailler aux côtés de la filière car ça va être une bataille de tous les instants. Mais si nous la menons bien, nous arriverons à maintenir notre présence industrielle dans l'automobile au plus haut niveau. Monsieur Longeau, si vous avez quelques secondes. J'ai bien compris votre réponse, mais effectivement, préparer l'avenir, ça veut dire le faire. Et je pense que sur la politique environnementale que l'on doit mener, on doit aujourd'hui préparer demain, c'est-à-dire, en exemple, le recyclage des batteries. Et c'est très important que nous soyons leaders et que nous ne soyons encore pas à attendre les autres pays pour effectivement recycler nos batteries. Merci. La parole est maintenant au président Thani Mohamed Soilihi pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le ministre de la Santé, je me fais ici la voix de mon collègue Antoine Karam. Le 28 mai dernier, vous-même et le Premier ministre avez présenté la carte de la seconde phase de déconfinement. Si presque toute la France est passée au vert, Mayotte et la Guyane sont, avec l'Île-de-France, désormais classées au niveau de vigilance orange. Mayotte est le territoire d'outre-mer le plus touché par le Covid-19. Plus de 1993 cas y sont identifiés et 24 décès sont à déplorer. En Guyane, le virus s'est également considérablement propagé ces dernières semaines pour atteindre 517 cas positifs, dont un décès. Vous le savez, cette progression de l'épidémie n'est pas sans lien avec l'inquiétante situation sanitaire de son voisin brésilien. L'État d'Amapá, à lui seul, compte en effet près de 9 900 cas positifs, 228 décès et un système de santé totalement saturé. Le virus ne s'embarrassant pas des frontières, les communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi sont rapidement devenues les 2 premiers clusters de Guyane. En réponse, la mobilisation récente de la réserve sanitaire est venue renforcer une campagne massive de tests déployés dans l'Est guyanais, qui reste cependant limitée au sol français. À Mayotte, ces actions rapidement mises en place commencent à porter leurs fruits. Et hormis le cluster important découvert récemment à la maison d'arrêt de Majicavo, la situation semble se stabiliser. Mais en Guyane, considérant la porosité de la frontière, nous pouvons nous interroger sur l'efficience de mesures qui se limiteraient à la seule rive française de l'Oyapock. Il en va de la protection de la population de l'Est guyanais, bien entendu, mais pas simplement, puisque la circulation du virus s'intensifie dans l'ensemble du territoire. Aussi, pouvez-vous nous dire comment le gouvernement entend faire évoluer les stratégies sanitaires en Guyane au regard de la poussée de l'épidémie au Brésil? Un dispositif de coordination et de mutualisation des moyens ne pourrait-il pas être mis en œuvre dans le cadre de la coopération transfrontalière? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Véran. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Soilihi, je vous remercie pour votre question qui fait écho à l'inquiétude des habitants et des élus. Vous traitez de la situation en Guyane, qui est effectivement particulière.
En France, du fait de la frontière avec le Brésil, et vous l'avez dit vous-même, la situation sanitaire au Brésil est inquiétante et évolutive. En Guyane, il y a désormais plus de 500 cas, même si vous avez raison, il y a peu de cas graves encore à ce stade, et c'est heureux. Vous m'interrogez à juste titre sur les moyens mis en place pour lutter efficacement contre l'épidémie. Sachez d'abord qu'il y a des moyens humains à travers la réserve sanitaire. Sur Saint-Georges, il y a une équipe de 12 réservistes qui vont être relayés à partir de la semaine prochaine. À Camopi, une autre équipe de 12 réservistes est capable d'agir, y compris sur l'ensemble du fleuve Oyapock. Une équipe d'une vingtaine de réservistes est en train d'être déployée du côté de Cayenne et est capable d'être extrêmement réactive pour bouger partout où il y aurait des cas qui se feraient jour, et notamment le long du fleuve Maroni. Il y a, au-delà des dispositifs humains, des renforts qui sont apportés à certains établissements. C'est le cas à Irakubo, pour protéger l'ouest de la Guyane qui est encore bien épargné par l'épidémie, c'est heureux. Il y a un appui au CH de Cayenne, où l'épidémie de dengue a conduit à l'absence d'un certain nombre de soignants et qu'il fallait pouvoir relayer. En termes de moyens techniques, la politique de test a pris de l'ampleur, d'abord grâce au fret sanitaire qui a permis d'apporter des moyens nécessaires pour tester. L'ARS est très mobilisée, ainsi que la préfecture et Santé publique France. Et désormais, des laboratoires, 3 laboratoires en Guyane ont développé des drives pour augmenter cette politique de test. J'ajoute qu'il y a également d'autres renforts matériels, avec par exemple 13 respirateurs qui sont arrivés ou en train d'arriver au CH de Cayenne pour pouvoir renforcer les capacités d'accueil pour des patients plus sévères. Les capacités d'isolement des malades ont été augmentées. Plus d'une centaine de patients sont désormais hébergés à leur demande dans un hôtel. Et enfin, nous agissons également en solidarité et en coopération avec nos voisins brésiliens, notamment l'hôpital brésilien de Oyapock qui a bénéficié de matériel de protection sanitaire. Merci. La parole est à notre collègue Hugues Saury pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, lorsqu'un ministre se déplace, les moyens de la République, c'est-à-dire les moyens qui appartiennent à la nation tout entière, sont mis à sa disposition. Il devrait, dans ces conditions, se faire un devoir de laisser de côté toute attitude qui conduirait à privilégier les représentants d'une chambre plus qu'une autre, ou pire, à faire en sorte que sa famille politique soit favorisée. Alors que les déplacements se multiplient, les modalités de l'organisation de ceux-ci laissent désormais songeurs. Ainsi, les préfets précisent par écrit que dorénavant, compte tenu des conditions sanitaires et du maintien des gestes barrières, il avait été fait le choix qu'un député représenterait l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, toutes tendances politiques confondues. C'est pour le moins restrictif. Et le hasard faisant bien les choses, il semblerait que très majoritairement, les circonscriptions concernées par ces visites ministérielles soient celles détenues par les députés de La République En Marche ou de votre majorité. Madame la ministre, cette situation, je l'ai personnellement vécue lors de la visite de messieurs Riester et Lemoine, venus à Orléans pour rencontrer les professionnels de la culture et du tourisme. Et à nouveau, lors d'une visite ministérielle ce matin même à la base aérienne de Brissy. Évincer la représentation nationale n'est pas propre à mon département. Mes collègues de Saône-et-Loire, des Yvelines, de Haute-Garonne, de l'Oise et d'autres départements ont ces derniers jours vécu exactement la même situation. Ils sont devenus persona non grata, leur présence républicaine n'étant pas la bienvenue. Mon collègue du Doubs a même été congédié par le préfet d'une manifestation patriotique. La dérive est donc nationale et l'initiative ne peut plus être celle d'un préfet zélé. S'agit-il alors d'une instruction gouvernementale qui viserait à écarter les sénateurs? Et surtout, aucun parti ne peut être la République à lui seul. Pensez-vous, Madame la Ministre, qu'il est légitime de privilégier les députés, la plupart du temps de votre majorité, jusqu'à décider qu'à eux seuls, ils représentent toute sensibilité et qu'à eux seuls, ils représentent à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur,
Merci pour votre question qui va me permettre d'éclaircir les choses en matière de déplacement de membres du gouvernement. Je crois qu'il faut distinguer deux périodes. La première période a été celle du confinement. Durant cette période, les déplacements ministériels ont été évidemment réduits au strict nécessaire, vous l'avez sans doute vous-même constaté, et nous avons eu effectivement des consignes nationales permettant de réduire à la fois au maximum les délégations ministérielles, mais également les délégations qui pouvaient accueillir les ministres sur place, à l'exception parfois d'élus dont la fonction, par exemple siéger au conseil d'administration d'un établissement, rendait obligatoire leur présence au cours du déplacement. Cela se comprend aisément compte tenu de la situation particulière que nous vivions. Depuis le 11 mai, cette situation particulière, malgré tout, perdure, même si les conditions sanitaires ont été améliorées au fur et à mesure du temps. Au fond, depuis le 11 mai, c'est l'intelligence collective qui doit dominer. Nous devons nous imposer, en tant que ministres, les mêmes conditions que celles qui sont imposées en matière sanitaire à l'ensemble des Français. La distanciation physique, le respect des gestes barrières. Il y a donc, à chaque déplacement ministériel, un regard qui est posé sur la nature du déplacement, les endroits où ce déplacement a lieu. Est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce qu'il y a matière à pouvoir avoir un grand nombre de personnes autour du ministre? L'application stricte des mesures barrières, des gestes de distanciation et des gestes barrières doit être notre priorité pour que ces déplacements ministériels puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Je conçois aisément, monsieur le sénateur, qu'il soit parfois difficile de comprendre ces situations, qu'il puisse y avoir des frustrations, de l'incompréhension, mais je crois qu'il ne faut là y voir absolument aucune malice politique ni aucun privilège qui soit adressé à qui que ce soit. Et je m'étonne que dans une enceinte démocratique, d'aucuns estiment qu'il s'agit de quitter la salle. Les préfets, pour clôturer mon intervention, font évidemment œuvre de discernement. Ils appliquent le décret du 13 septembre 1989 sur les cérémonies publiques et les préséances pour déterminer qui doit être présent, avec un objectif évidemment de préserver les gestes barrières. Je vous remercie. La parole est à madame Martine Filleul pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je m'exprime ici au nom du groupe socialiste et plus particulièrement au nom de mes collègues de Seine-Maritime et du Val-de-Marne. L'État a garanti un prêt de 5 milliards d'euros à Renault, tandis que lui a annoncé un plan d'économie avec 4 600 suppressions de postes en France et la restructuration de 6 usines. Nous nous félicitons que la colère des salariés de Maubeuge et la mobilisation de tous les élus du territoire avec qui j'étais samedi aient été entendues et des garanties aient été apportées. Néanmoins, nous restons vigilants, d'autant plus que d'autres sites sont toujours en sursis. À Dieppe, il n'y a aucune garantie de la pérennité de l'usine alpine. À Choisy-le-Roi, la fermeture de ce modèle d'économie circulaire est une aberration. Sans compter la cession de la fonderie de Bretagne à Caudan, les craintes à Cléon et à Sandouville. Nous ne pouvons nous en satisfaire et nous continuons de demander des contreparties ambitieuses socialement avec le maintien de tous les emplois et de tous les sites. Les relocalisations devraient le permettre. Il faut en effet rompre avec 30 ans de délocalisation. Mais nous avons aussi besoin d'un État qui favorise un large investissement, insuffle une stratégie pour la filière automobile et la réindustrialisation du pays, en accélérant la recherche-développement pour favoriser l'innovation au service de l'écologie. L'industrie et l'industrie automobile doivent se verdir pour respecter les accords de Paris et l'engagement de mettre fin à la vente de véhicules thermiques. Aussi, Madame la Ministre, l'État actionnaire majoritaire de Renault va-t-il imposer des exigences écologiques? Les aides publiques aux entreprises seront-elles enfin conditionnées au respect des critères sociaux et environnementaux? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Filleul. Le plan automobile annoncé par le Président de la République répond, je crois, très directement à vos préoccupations que je partage. Effectivement,
L'avenir de la filière automobile, c'est le verdissement et l'innovation. Et c'est pour ces raisons que ce plan qui représente 8 milliards d'euros investis dans ce verdissement de l'industrie automobile, avec le projet de batterie électrique européen auquel Renault va participer, avec des aides pour accompagner les Français dans le changement de leurs véhicules, pour leur permettre d'acheter des véhicules moins polluants, non seulement les plus modestes, mais pour nous tous, la capacité à accéder aux véhicules électriques, aux véhicules hybrides rechargeables qui apportent un bénéfice en termes d'émissions de CO2, ces aides-là vont dans le bon sens et vont dans le sens du verdissement. Ce sont aussi des soutiens importants à l'innovation que nous avons mis en place. Et je veux souligner l'effort notamment d'accompagnement des projets de véhicules à hydrogène qui seront accompagnés dans ce cadre. C'est également, de manière plus générale, le soutien à l'innovation. La voiture de demain, c'est non seulement le véhicule vert, mais c'est aussi le véhicule autonome. Il est important que la France construise une souveraineté en la matière, tant on connaît le retard de l'Europe et de la France en matière de gestion des datas et de grandes plateformes numériques. Ce virage-là, ce virage de l'industrie du numérique ou du numérique appliqué à l'industrie, nous ne devons pas le rater. Enfin, évidemment, un des grands éléments du plan, c'est les relocalisations et le capital humain. Les relocalisations, nous avons des engagements, je les ai cités tout à l'heure, 1 milliard d'investissements, la relocalisation de véhicules électriques ou de chaînes de traction électrique en France. Et donc, c'est tout ce plan que nous allons déployer maintenant pour que notre industrie automobile soit au niveau des défis qui l'attendent. Merci. La parole est maintenant notre collègue Sonia de la Prévôté pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'associe pleinement à cette question ma collègue Nadia Sollogoub. La tempête Covid-19 à peine passée, hôpitaux et cliniques doivent désormais reprendre leur activité. Nombreux sont les malades qui ont dû attendre. Dans ce contexte est paru un décret le 23 avril dernier visant à réquisitionner 5 produits d'anesthésie en pénurie. Depuis, la situation sur le terrain est illisible. Les pharmacies hospitalières ne peuvent plus les commander car l'État en détient désormais le monopole d'achat et de livraison, la gestion en local se faisant via les ARS. Le but était de prioriser les établissements les plus touchés par l'épidémie. Les taux faibles d'approvisionnement imposés ont créé de très fortes tensions dans les territoires. Ces dernières semaines, nombreux sont les établissements de soins insuffisamment livrés. Pas mal d'interventions ont dû être décalées. Certains hôpitaux sont rationnés, d'autres sont livrés, mais sans que l'on sache comment la répartition est faite. Des alternatives dégradées de prise en charge sont mises en place. C'est un réel recul avec des risques pour les patients. Une nouvelle crise sanitaire se profile. La situation est urgente dans certains départements. Les pharmaciens hospitaliers, en lien direct avec les besoins, sont dans un carcan qui ne permet ni la réactivité ni la souplesse nécessaire pour ne pas dire vitale. Faute de transparence et de dialogue sur la gestion, les disparités se creusent. L'équité face aux soins est mise à mal. Même la perspective d'une éventuelle seconde vague ne saurait justifier cette situation. Monsieur le ministre, le stock national est-il reconstitué comme cela semble logique? Quelles sont les clés de répartition actuelles qui créent les disparités délétères sur le terrain? Les besoins de terrain pour les patients, autres que Covid, étant réels, quand pensez-vous cesser le contingentement actuel et redonner la main aux acteurs de terrain dans les établissements de santé? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, M. Véran. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sonia de la Prévôté, merci pour votre question que je comprends. Et je sais qu'il y a de l'émoi et des questionnements sur l'ensemble du territoire de la part de nombreux médecins. De quoi parlons-nous? Nous parlons, et nous l'avons déjà dit plusieurs fois avec le Premier ministre, au cours des dernières semaines, la consommation de certains médicaments anesthésiques a augmenté, elle a explosé de 2000%. Elle reste encore très élevée dans certaines régions du monde, notamment le Brésil, j'en ai parlé tout à l'heure, aux États-Unis, où l'épidémie fait rage et les consommations de médicaments de réanimation sont priorisées par les grands laboratoires internationaux. C'est ce qu'on peut comprendre pour pouvoir sauver des vies. Nous mettons tout en œuvre semaine après semaine, jour après jour, croyez-moi, pour reconstituer un stock national nous permettant non seulement de voir loin, dans l'hypothèse où il y aurait une augmentation de l'épidémie, mais également pour permettre aux patients de bénéficier de chirurgies réglées, programmées, comme c'est le cas habituellement sur notre territoire. Un médicament pose beaucoup de problèmes, le propofol. Propofol, croyez-moi, on ne peut pas le fabriquer comme ça. Même les matières premières sont très rares à l'échelle mondiale. Tous les pays font face à cette pénurie extrêmement et qui complexifie énormément les choses. Et je remercie d'ailleurs beaucoup les chirurgiens qui
sont obligés de freiner encore une partie de leur prise d'activité. Je sais qu'il y a des disparités territoriales. La réquisition, ce n'est pas franchement une réquisition, c'est plutôt une gestion nationale du stock et des commandes, de manière, à sécuriser les commandes à l'international vis-à-vis de très gros laboratoires qui ont des demandes qui explosent de partout sur la planète, et ensuite d'être capable d'avoir quand même une gestion rigoureuse de ces stocks, de manière à reconstituer notre capacité nationale de réponse si jamais il y avait à nouveau un afflux de malades en réanimation, et en même temps d'être capable à chaque établissement d'assurer tout ou partie de son activité chirurgicale. Je vous le dis, Madame la sénatrice, hélas, en matière de propofol, la situation ne reviendra pas à la normale avant plusieurs semaines. Il faudra attendre cet été pour pouvoir reprendre une activité de chirurgie programmée à 100%. Néanmoins, tout ce qui est loco-régional, tout ce qui est chirurgie d'urgence, tout ce qui est chirurgie carcinologique, évidemment, se poursuit. Elle n'a jamais été d'ailleurs suspendue, y compris pendant la période épidémique. Mais croyez-moi, nous mettons tout en œuvre pour sécuriser les commandes, en importer massivement. Et cela rejoint à nouveau les problématiques que nous avons déjà abordées dans cette enceinte, qui est l'autonomie de la France et de l'Europe vis-à-vis de médicaments absolument indispensables, absolument vitaux. Nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé. Merci. Madame de la Prévôté, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Monsieur le Ministre, le problème, c'est quand même de redonner de l'autonomie au terrain parce qu'il y a une inadéquation entre l'architecture et la décision nationale, la façon dont c'est réparti. Il y a une absence de transparence quand même pour bon nombre d'acteurs de terrain. Enfin, en tout cas, c'est vécu comme tel. Et la répartition est inégalitaire. Donc, il faut au moins que les choses se fassent de la bonne façon, de façon claire, équilibrée, qu'il n'y ait pas de perte de chance d'un territoire à l'autre. Et puis, en plein Ségur de la santé, se poser la question quand même de l'administration centrale, hospitalière et régionale de la santé. Peut-être redonner sa force et son pouvoir aux acteurs de terrain dans le domaine de la santé. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Christine Herzog pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la crise sanitaire a mis en évidence la pénurie de certains médicaments essentiels ainsi que les failles de notre système d'approvisionnement. Le problème n'est pas nouveau puisque 80% de la fabrication des molécules de médicaments est aujourd'hui délocalisée. Les stocks de nombreux traitements dépendent de réseaux de distribution internationaux et certains d'entre eux, notamment des génériques, sont fabriqués uniquement en Inde ou en Chine. Cette dépendance sur des produits aussi stratégiques est d'autant plus inquiétante que nous n'avons pas des chaînes de production nécessaires dans notre pays. Nous savons que la relocalisation est un processus long et complexe. Toutefois, il serait possible d'envisager un rapatriement progressif sur le territoire français et européen. La fabrication de molécules majeures, comme par exemple celles qui sont utilisées dans le traitement du cancer ou de longues maladies, doit faire partie des priorités. Tout comme la production de médicaments génériques aujourd'hui sous-traités à 100%, qui devraient au moins en partie revenir sur le sol français. N'oublions pas que cette pénurie a créé de graves tensions dans la prise en charge des maladies du Covid. En mars dernier, les hôpitaux européens, dont les hôpitaux de Paris, ont alerté les pouvoirs publics sur le manque de médicaments essentiels pour les unités de soins intensifs et de réanimation. Ce type d'alerte doit impérativement être pris au sérieux pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Je souhaite donc connaître, Madame la Ministre, vos intentions sur ce sujet et savoir si le gouvernement a déjà entrepris les démarches concernant la relocalisation de la production sur notre territoire et au niveau européen. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Herzog. Merci de souligner effectivement... Ah là là, ça ne va pas du tout. Merci. Merci de souligner effectivement qu'il n'est pas si facile que ça de réimplanter, de relocaliser des industries pharmaceutiques en France et en Europe. Et c'est bien la situation que nous avons trouvée et c'est bien pour cela que nous avons confié il y a quelques mois, donc c'était avant le Covid-19, un rapport, une mission à Monsieur Biot pour justement faire le point sur les pénuries de médicaments et voir quelle doit être notre stratégie pour réimplanter des sites de production en France, mais également en Europe, car je crois que sur ce sujet-là, il faut avoir une approche européenne. Et aujourd'hui, le Covid-19 nous renforce dans cette appréciation, mais elle renforce aussi la conviction de nos homologues européens qui étaient peut-être un peu moins interventionnistes en la matière. Vous avez raison, il faut
relocaliser des productions de principes de base en France et en Europe, de manière à éviter d'être dépendant d'un seul pays. Pourquoi? Pour éviter qu'une crise géopolitique, une crise sanitaire, une crise climatique ou autre bloque l'approvisionnement. Et en toute matière, il vaut mieux avoir un double approvisionnement et un approvisionnement de proximité. On a vu aussi la crise d'une logistique qui arrête de fonctionner. La deuxième chose, c'est que nous allons travailler aussi sur une politique du médicament qui évolue. Je crois que Olivier Véran partage cette vision que l'industrie et la santé doivent travailler main dans la main pour prévoir dans notre politique du prix des médicaments le fait de pouvoir réimplanter des sites en France et, quelque part, d'anticiper le coût de production français. Et puis, nous allons également travailler pour, au niveau européen, lancer un IPCEI, c'est-à-dire ces programmes qui nous permettent de soutenir massivement un secteur. Nous l'avons fait pour la batterie électrique, nous l'avons fait pour la microélectronique, faisons-le pour la santé. Je crois que les homologues autrichiens et allemands sont parfaitement en phase. Il ne reste plus qu'à travailler rapidement. Madame Herzog. Madame la ministre, depuis plusieurs années, des médicaments pour le traitement des maladies graves se sont retrouvés en rupture de stock. Ces pénuries font courir d'importants risques aux malades, mais également à notre pays. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions d'actualité au gouvernement. Les prochaines auront lieu le mercredi 10 juin 2020. Je vais maintenant suspendre la séance. Je vous rappelle les consignes sanitaires. Elle sera reprise, cette séance, à 16h15 pour un débat sur le thème « Quelle nouvelle politique publique à destination de la jeunesse afin d'aider ces publics particulièrement exposés dans la prise en charge des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire actuelle ?» à la demande du groupe socialiste et républicain. La séance est suspendue. Elle reprendra à 16h15. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement, une séance mouvementée, vous l'avez vu, elle a été marquée notamment par le départ de l'hémicycle des sénateurs du groupe LR, le groupe LR qui a quitté l'hémicycle pour protester contre la manière dont les visites ministérielles sont organisées. Cela faisait l'objet d'une question et c'est la réponse de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui a suscité leur colère. Je suis avec le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Que s'est-il passé exactement? Tout simplement, donc, c'était une question que posait un de nos collègues, Hugues Saury, qui s'étonnait que les moyens de l'État étaient confisqués, instrumentalisés au profit de En Marche, puisqu'on a constaté depuis le confinement, depuis plusieurs semaines, que les préfets ont sans doute des consignes, ce ne sont pas eux les responsables, mais quand il y a une visite ministérielle, sont invités un parlementaire en général En Marche, députés En Marche, et il est dit aux autres parlementaires qui sont d'un autre bord, par exemple des sénateurs LR ou même des sénateurs PS, qu'ils seront représentés par ce député En Marche. Voilà. Et ces cas-là se sont multipliés. Ce n'est pas un département, c'est 2, c'est 3, c'est plus de 10 départements. Donc nous, on estimait que nous devions poser au Premier ministre cette question. Est-ce qu'en France, dans une république, peut-on privatiser, peut-on instrumentaliser les moyens de l'État au profit d'un seul parti? Je ne le crois pas. Consigne sanitaire, vous a répondu Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas un argument que vous entendez? Non, franchement. Elle nous a répondu qu'il s'agissait d'observer des mesures barrières. Je veux bien croire qu'on puisse réduire les assemblées, mais à ce moment-là, on fait un tirage au sort. Je pense que le confinement, je pense que la crise sanitaire, c'est un beau prétexte, elle a bon dos. En réalité, ce qui se cache derrière, c'est une volonté d'imposer sur chaque visite ministérielle de mettre en avant un parlementaire, en général un député, En Marche, au détriment de toutes les autres sensibilités. Voilà. Je pense qu'on est une république, nous sommes une démocratie, et l'État n'a pas à être confisqué de cette façon lors de visites ministérielles. Ça ne doit pas être le nouveau monde. Ça, c'est un très ancien. Change et que les parlementaires de l'opposition soient conviés à nouveau. Écoutez, je ne demande pas la Lune. Je ne demande pas la Lune. Je demande que les sensibilités soient respectées. Je demande que les moyens de l'État ne soient pas confisqués au profit d'un seul parti. C'est tout. C'est une demande qui est républicaine. C'est une demande qui est sereine, paisible. Mais j'entends que lorsqu'on pose des questions, la porte-parole du gouvernement ou peu importe un autre ministre, ne nous répondent pas aussi légèrement. Comment peut-on dire aux Français que les députés seuls LREM soient invités, que les autres députés ou sénateurs soient écartés, tout simplement pour respecter les gestes barrières? Franchement, c'est se fiche de
la tête des gens. On se moque de vous. Ça Est-ce que trompera vous personne. estimez que le gouvernement se moque de vous dans ce contexte? Mais bien sûr, c'est injustifiable. C'est injustifiable. Et c'est parce que nous avions une réponse qui se moquait de nous que nous avons quitté l'hémicycle. C'est très très rare, vous savez, au Sénat. Mais je pense qu'au-delà de nous, au-delà de notre groupe politique, c'est la République qui est en jeu. Aucun gouvernement, aucune sensibilité politique ne peut prétendre s'arroger le droit de représenter la France, la démocratie française, la République française, à lui seul. Ça n'est pas possible. Bruno Retailleau, juste dans l'actualité, il y avait bien d'autres sujets à évoquer aussi aujourd'hui, mais je voudrais tout de même votre réaction à ces manifestations qui ont eu lieu hier à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré, qui fait le parallèle entre la mort de George Floyd aux États-Unis et celle d'Adama Traoré. Moi, je pense que c'est très dangereux. Qu'une famille ressente douloureusement la perte de l'un des siens, je le comprends parfaitement. Mais une souffrance ne peut pas être, là aussi, retournée contre la société. On ne peut pas faire d'équivalent entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en France. En réalité, c'est que certains cherchent à utiliser le drame des États-Unis pour le retourner contre la République et surtout contre nos policiers, nos gendarmes, contre celles et ceux qui ont pour fonction d'être le bouclier en réalité des Français. Et je pense qu'il faut se méfier d'un modèle américain qui est le modèle communautarisme. Le modèle communautarisme, c'est celui qui racialise, qui renvoie chacun à sa race, à ses origines, à sa religion. Nous, c'est le modèle républicain. On est français, pas parce qu'on a une couleur de peau particulière, pas parce qu'on professe une religion particulière. Mais il n'y a pas ce problème-là en France de racisme ou de personnes. Bien sûr, mais ne disons pas que les gendarmes ou les policiers sont rongés, ces deux corps sont rongés par le racisme. C'est absolument faux. Penser que la justice française laisserait passer de tels actes, c'est aussi mal connaître la justice française. Donc, gardons raison. Et je vois bien que derrière cela, il y a ceux qui veulent organiser la convergence des luttes. On l'a déjà vu au moment des Gilets jaunes, y compris avec ceux et celles qui prétendent soutenir cette cause en détournant justement cette mort. Vraisemblablement accidentelle. Donc je pense que c'est inacceptable et ça ne peut être que des ferments de violence en France. Donc je crois qu'il faut raison garder, il faut prendre du recul, de la hauteur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'avoir répondu à mes questions. Et tout de suite, je vous propose de revenir à ce temps fort tout à l'heure dans l'hémicycle lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Cette réponse de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui a donc suscité ce départ du groupe LR. Écoutez. Les préfets, pour clôturer mon intervention, font évidemment œuvre de discernement. Ils appliquent le décret du 13 septembre 1989 sur les cérémonies publiques et les préséances pour déterminer qui doit être présent, avec un objectif évidemment de préserver les gestes barrières. Je vous remercie. La parole est à Madame Martine Filleul pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Voilà pour cette image forte qui a marqué tout à l'heure cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Tout d'abord, votre réaction à ce qui s'est passé tout à l'heure, ce départ du groupe LR qui estime que finalement les moyens de l'État, de la République sont confisqués lors de ces visites ministérielles et qui ne comprennent pas que des parlementaires de l'opposition n'y soient pas invités. Alors on va être très simple, on est au milieu d'une crise sanitaire qui est très grave, on est au milieu d'une crise économique qui est très grave et ça me paraît pas du tout au niveau des attentes des Français. Moi j'ai fait des déplacements ministériels, je les compte sur les doigts d'une main parce qu'à cause de cette crise sanitaire on en fait très très peu et effectivement ils sont organisés de manière très resserrée et un coup c'est quelqu'un de l'opposition, un coup c'est pas quelqu'un de l'opposition et lorsque c'est des députés il se trouve... Vous dites que ce n'est pas il n'y a pas que la République En Marche qui est invitée. Mais évidemment, je crois que c'est vraiment un peu de politique politicienne et ça n'a pas sa place dans ce moment particulier. On se rappelle qu'il y avait eu cette question qui s'était posée lors de la visite d'Emmanuel Macron dans le Nord, justement autour des sites de Renault et de la situation de Renault. Xavier Bertrand notamment avait protesté parce qu'il n'avait pas été invité. Mais ce qui est important, c'est que les réunions de décision se fassent avec les élus. Et Bruno Le Maire était encore hier avec Xavier Bertrand, avec tous les élus du territoire du Nord pour parler du cas de Maubeuge. Ça, ce sont des réunions de travail. Ce sont des réunions qui d'ailleurs donnent lieu à une communication
communication. On ne les cache pas. Donc je crois qu'il faut être très décontracté sur ces sujets-là. L'important, c'est de travailler ensemble. Et vraiment, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de ce type de petite polémique qui nourrit l'anecdote, mais ne permettent pas de placer notre esprit, notre temps là où c'est important, c'est-à-dire faire face à cette crise. Justement, on va parler du fond, de la question de la crise de Renault. Vous avez été questionné plusieurs fois sur ce sujet lors de cette séance de questions d'actualité. Certains sénateurs disent que l'argent public accompagne des suppressions d'emplois, même si ce ne sont pas des licenciements secs. Vous l'avez dit. Est-ce que vous comprenez que cela choque certains? Écoutez, moi je suis dans d'une génération qui a vu partir des pans entiers de l'industrie, qui a vu partir la sidérurgie, qui a vu partir le textile. Au début, on dit que ça va tenir et après on ne fait rien et on n'accompagne pas parce que la compétitivité mondiale est ce qu'elle est. Renault est en difficulté. Moi, je ne suis pas dans le déni. Je sais que Renault est en difficulté et je ne le cache pas. Et les salariés le comprennent d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est de sauver Renault et pas seulement de le sauver en mettant de l'argent public. C'est de sauver Renault pour qu'elle puisse construire sa trajectoire future, qu'elle soit au rendez-vous demain, qu'elle puisse se transformer et aller vers les moteurs et les voitures les plus écologiques, vers les voitures les plus modernes. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Et le travail que nous menons avec les organisations syndicales, nous les avons réunis hier sur le site de Maubeuge, nous les avons vus la semaine dernière au niveau des équipes pour partager la situation. Ce travail de dialogue social exemplaire, nous devons continuer à le mener, mais ne nous trompons pas de combat. Aujourd'hui, l'enjeu pour Renault, c'est un enjeu de baisse massive des commandes. Ce n'est pas un enjeu de délocalisation comme j'ai pu l'entendre. Toute Renault souffre. Il y a plus de 10 000 suppressions d'emplois en dehors de France chez Renault et il n'est pas vrai de dire qu'il y a des sites qui travaillent 7 jours sur 7 et qui seraient accablés par les commandes. Malheureusement, c'est un problème qui est global, mondial et qui n'est d'ailleurs pas seulement inhérent à Renault. Est-ce qu'en échange des 5 milliards de prêts garantis par l'État, il faut en demander plus à Renault? On a entendu, il y a la préservation du site de Maubeuge, mais est-ce qu'il faut demander, il y a par exemple des relocalisations plus claires, quantifiées, sur des modèles précis, des préservations d'autres sites? Mais je crois que nous avons obtenu des relocalisations précises. Lorsqu'on dit que le moteur électrique qui aurait dû être fabriqué en Chine sera fabriqué en France, c'est une avancée majeure. Ce sont des millions d'investissements, c'est des centaines de millions d'euros d'investissements. Ça, c'est du concret. Moi, je ne me nourris pas d'idées vagues, d'incohérences. Je regarde la réalité. Je suis au service des salariés pour maintenir les compétences sur le territoire, pour maintenir les sites, mais pour maintenir les sites pour un futur qui est soutenable, pas pour découvrir dans 3 ans, 4 ans que ces sites devront fermer parce qu'ils ne savent pas faire face à la concurrence. Eh bien, merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir répondu à mes questions. Je vais à présent accueillir le président du groupe UC, le groupe Union Centriste, ici au Sénat, Hervé Marseille. Bonjour. Bonjour. Un mot d'abord et bien sûr cette séance mouvementée qui a été marquée par le départ de l'hémicycle de vos collègues du groupe LR. Est-ce que vous les comprenez? Oui, bien sûr. Je comprends. C'est pas naturel de sortir d'un hémicycle au Parlement. Il faut qu'ils aient été un peu énervés. Il faut dire que la réponse n'était pas vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Je veux dire, la porte-parole du gouvernement nous a habitués à des sorties inappropriées. Je pense que la réponse n'était pas au niveau. Je comprends que mes collègues et amis du groupe LR se soient un peu énervés et soient sortis parce qu'il faut que l'État reste impartial. Politicienne, me disait à l'instant Agnès Pannier-Runacher. Elle juge, elle, que la polémique qui est soulevée justement par la droite sénatoriale, elle, n'est pas au niveau dans le contexte de crise. Alors chacun se renvoie les arguments. Écoutez, quand les ministres se déplacent, il est quand même pas anormal que les parlementaires soient invités. Alors il y a un contexte particulier avec la crise, mais les préfets sont suffisamment fins habituellement, peut-être pas celui du Doubs, mais habituellement pour faire en sorte que les choses se passent bien et qu'on trouve des solutions consensuelles. On en arrive finalement à un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises pendant toute cette période du confinement, la question des droits du Parlement finalement pendant cette période. Lorsque vous voyez tout de même la réduction, par exemple, du nombre d'ordonnances sur le dernier projet de loi sur lequel il y a eu un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, vous vous réjouissez? Le gouvernement quand même a reculé sur ce sujet-là. Oui, et même l'Assemblée nationale est intervenue de son côté avec le Sénat pour qu'on limite l'intervention de l'exécutif. Ce qui est préoccupant,
peut-être ne l'avez-vous pas vu, c'est que le 17 juin est inscrit à l'agenda de l'Assemblée nationale la prolongation de l'état d'urgence. La prolongation de l'état d'urgence. Ça veut dire qu'au moment où on s'apprête à voter, certes, il va y avoir un nouvel avis du Conseil scientifique, oui. Mais on va voter normalement, si tout va bien, le 28 juin. Eh bien, le 17, on inscrit à l'Assemblée nationale la prolongation de l'état d'urgence. Allez y comprendre quelque chose. Soit on ne veut pas que les électeurs se déplacent, hein, alors ce n'est pas la peine de jouer sur les procurations et de favoriser le vote, soit l'administration et l'exécutif veulent à toute force continuer à diriger le pays sans intermédiaire, sans parlement, sans personne, et on n'y comprend plus rien. Donc il n'est pas normal qu'on continue à gérer le pays de cette façon. Justement, vous aviez eu hier l'adoption d'une proposition de loi pour sécuriser, pour simplifier les procurations. Elle a intégré un texte que vous-même vous aviez écrit, notamment avec Bruno Retailleau. Ce texte, que dit-il ? Tout simplement, il essaie de faire en sorte qu'on puisse être plus nombreux à participer au second tour en favorisant la double procuration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne peut pas voter ne peut faire qu'une procuration. Et nous, on veille à ce qu'il y ait 2 procurations. Ensuite, on veille à ce que, par exemple, les personnes âgées puissent demander à un parent, à un petit-fils, à quelqu'un qui n'habite pas nécessairement sa ville, de venir voter pour elle, de façon à ce que son vote puisse être pris en compte. Voilà, on essaie de favoriser la participation, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse voter. Il est dommage que le gouvernement, ne seconde pas cette démarche. Oui, il y a peu de chances pour que ce soit inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale avant le 28 juin. Écoutez, à l'heure où nous en parlons, nous ne le savons pas, mais en tous les cas, le Sénat a fait en sorte qu'il y ait une réponse à la participation. C'est au gouvernement de prendre la balle au bond. C'est au gouvernement. La balle est dans le camp du gouvernement. Absolument. Merci beaucoup Hervé Marseille d'avoir répondu à mes questions. Parmi les autres temps forts tout à l'heure de la séance de questions d'actualité au gouvernement, il y a eu bien sûr des questions autour de la situation de Renault. Renault, bien sûr, qui est en crise. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant, parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. C'est garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme et s'engage au quotidien pour défendre l'honneur de la République. C'est ça qui est essentiel. Et il ne s'agit pas de faire des amalgames, mais il s'agit effectivement de dénoncer tout propos ou tout comportement. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées. C'était un extrait des séances de questions d'actualité consacré aussi à la question des violences policières et la réponse du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Je suis présent avec le président de la commission des finances, le sénateur socialiste Vincent Eblé. Vincent Eblé, un mot tout d'abord sur la situation de Renault. Hier, le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros pour Renault a été signé. Est-ce que c'est pour vous une bonne chose? On le sait, c'est vital aujourd'hui pour ce fleuron de l'industrie automobile française. Je pense qu'aucun gouvernement ne peut se désintéresser de l'avenir de la filière automobile qui est absolument déterminante pour l'économie française et singulièrement pour l'entreprise Renault qui est l'un de nos fleurons en la matière. Donc oui, il fallait réagir, il faut que l'État intervienne et finalement, si la situation n'était pas aussi grave, ce serait avec un certain amusement qu'on verrait les chantres d'une économie libérale où finalement on prônait la faible intervention de l'État, être obligé, nécessité faisant loi, d'intervenir à ce niveau. Donc vous êtes d'accord avec ce prêt de 5 milliards. Est-ce que les garanties obtenues en échange sont pour vous suffisantes? Il y a la question des dividendes, il y a aussi la question de la préservation du site de Maubeuge, mais on le voit, néanmoins, il y a aujourd'hui des sites en grève, notamment celui bien sûr de Choisy-le-Roi. Vous savez, les garanties, on les définit de façon préalable, mais c'est a posteriori
qu'on peut en juger la pertinence et le caractère véritablement complet. Donc nous attendrons que l'expérience nous dise si finalement dans cette affaire, les intérêts de cette filière de l'économie française et des salariés du groupe Renault ont bien été défendus. Vincent Eblé, autre inquiétude en cette période de crise, le déficit très préoccupant de la sécurité sociale, situation directement liée au Covid. 52,2 milliards d'euros en 2020. On voit une nouvelle fois s'éloigner l'idée du retour à l'équilibre. Que faut-il faire pour vous? C'est inquiétant? Oui, c'est inquiétant parce que sous le quinquennat précédent, nous avions réussi à redresser sensiblement les comptes de la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est une dégradation. Alors bien sûr, on peut considérer qu'elle est, la conséquence de la crise sanitaire que le monde entier vient de traverser et traverse encore d'une certaine façon. Mais il y a une préoccupation, plus largement, il y a une préoccupation sur le financement de l'action publique et les besoins que nos concitoyens ressentent et expriment à juste titre. Et donc nous devons, travailler aussi. C'est l'une des propositions que nous faisons dans cette actualité sur la question des ressources et d'une certaine restauration de l'égalité des Français devant la contribution fiscale, devant l'impôt. Vous proposez d'ailleurs un ISF 2.0, c'est une nouvelle contribution pour les plus riches. Sur quel principe? Nous avons cherché une appellation qui, indique que nous n'étions pas dans la volonté de restaurer un dispositif ancien, mais bien d'imaginer un dispositif nouveau. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à appeler notre proposition impôt de solidarité sur la fortune 2.0. Désormais, nous l'appelons impôt de solidarité sur le capital et nous considérons en effet qu'il est nécessaire d'aller chercher parmi ceux de nos compatriotes qui bénéficient de la détention de capital et de fortune extrêmement élevée, une part contributive qui rétablisse cette équité devant l'impôt que nos concitoyens, la crise des Gilets jaunes, avant les nécessités de couverture des charges publiques de la crise du Covid, l'ont démontré, ont considéré comme ayant été, abandonnés. C'est le débat à l'ordre du jour aujourd'hui dans l'hémicycle. Merci beaucoup Vincent Eblé d'avoir répondu à mes questions. J'accueille à présent la présidente UC de la commission de la culture et de l'éducation, Catherine Morin-Desailly. Bonjour. Bonjour à Merci de répondre à mes questions. La situation des écoles, bien sûr, continue d'inquiéter les Français. Est-ce qu'elle vous inquiète? Jean-Michel Blanquer fait valoir que quasiment tous les établissements sont ouverts, sauf qu'ils sont loin, très loin, de pouvoir accueillir tous les élèves. Bien entendu, puisqu'il y a un protocole sanitaire qui s'applique à tous les établissements scolaires, qui exige une distanciation, qui exige moins d'élèves, moins d'enfants par classe. Donc c'est une réouverture progressive, concertée, qui a été annoncée par le ministre de l'Éducation nationale et qui est en cours. Bien entendu, si la situation et si les conditions sanitaires de l'épidémie devaient perdurer, il y aurait un vrai sujet pour la rentrée en septembre, parce que on peut penser qu'il faut vraiment, et c'est impératif, accueillir tous les élèves, et en l'état, aura-t-on assez de locaux, aura-t-on assez aussi de forces humaines? Je pense forcément aux enseignants, mais aussi aux forces des collectivités territoriales, les agents territoriaux. Tout ça, c'est une série de questions. C'est encore le grand flou pour septembre. Vous êtes encore inquiète pour le mois de septembre, même si on a l'impression en ce moment. C'est le flou pour tout. J'allais dire, c'est le flou pour le domaine sportif, pour le domaine culturel, pour un certain nombre d'activités. Pour ce qui concerne l'éducation, dans toute sa dimension, parce que c'est l'école primaire, c'est le lycée, c'est aussi jusqu'à l'enseignement supérieur, dans la mesure où il y a agrégation aussi de public, il faut trouver les bonnes conditions. Mais j'allais dire que ce qui se passe en ce moment, et ce qui se passe plutôt bien, parce que les élus s'impliquent énormément, il faut leur rendre hommage, tout le monde y va du sien, les enseignants aussi, et bien ce qui se passe maintenant, c'est aussi un test pour le mois de septembre. C'est pour tester certaines conditions et voir comment on pourra s'adapter. Pour l'instant, tout est suspendu en réalité à la reprise ou non de l'épidémie. Oui. On peut tous espérer que l'épidémie est derrière nous et qu'on puisse
voilà, préparer une rentrée de manière plus tranquille, plus sereine. Mais je voudrais dire que dans l'entrefaite, il y aura ce qu'on appelle les centres de loisirs, les colonies de vacances. Il y a aussi toute cette jeunesse qui, d'habitude, trouve là des lieux d'occupation, des temps d'occupation pendant les vacances, et ça aussi, c'est un sujet. Votre commission a travaillé sur la situation des directeurs d'école. Quelles sont les difficultés auxquelles ils font face aujourd'hui et vos pistes pour pouvoir améliorer? Il est vrai, hein, les directeurs d'école ont été largement à la manœuvre sur toute cette période de crise. Le travail qui a été fait à la demande de la Commission par mes collègues Max Brisson et Françoise Laborde est le prolongement d'un travail fait sur le statut de l'enseignant, qui mérite d'être valorisé. Le statut des directeurs d'école est problématique. En réalité, il n'y a pas de statut. Un directeur d'école, c'est un enseignant au sein d'une école qui est volontaire pour prendre en charge un certain nombre de tâches administratives, être le référent en quelque sorte des institutions, de la mairie, de l'inspection, etc. C'était une immense tâche. Et donc c'est une immense tâche qui vient en plus des heures de cours, qui est très faiblement dédommagée et surtout qui prend du temps. Et comme il faut conjuguer à la fois l'enseignement et ses tâches administratives, on arrive parfois à des situations extrêmement difficiles, très lourdes, et il faut clarifier tout cela. Ne serait-ce que pour aussi susciter des vocations de direction d'école. Voilà, parce que toute peine mérite salaire, mais aussi et surtout exige des conditions de bon exercice de cette fonction de direction. Un mot enfin sur bien sûr le secteur de la culture. Les théâtres vont pouvoir rouvrir, mais dans quelles conditions? Comment le spectacle vivant, le cinéma, etc. Est-ce que vous continuez à être inquiète malgré ces signaux d'ouverture que l'on sent? Je suis très inquiète des répercussions économiques en réalité de ces 2-3 mois d'arrêt brutal de l'activité culturelle. Bien entendu, il y aura des conséquences, il va falloir qu'on les évalue. Des plans d'urgence ont été votés par le ministère, par les régions, par les départements, par un certain nombre de collectivités. Mais c'est suffisant pour vous, les mesures qui ont été prises pour la culture? Est-ce que ça suffira? Et donc, il faut aussi se poser toutes ces questions. Pour l'heure, ce qui est important, c'est de commencer à réouvrir aussi progressivement, doté d'un protocole sanitaire, à l'instar de ce qui a été fait pour l'éducation nationale. Je sais que la profession du spectacle vivant a travaillé avec les services du ministère à l'élaboration de ce protocole sanitaire. Ce dont ont besoin en réalité les structures, c'est de lisibilité et d'anticipation. Savoir comment ils s'organisent alors que des nouvelles saisons vont être lancées à partir du mois de septembre. C'est maintenant que se prennent les abonnements ou non. Donc ces structures ont besoin aussi de dire à leurs spectateurs, à leurs habitués, voilà ce qui va se passer à la rentrée. Elles sont prêtes à s'adapter en réalité. Elles ont fait preuve aussi d'une réactivité, de propositions culturelles assez fortes, y compris via le numérique pendant cette période, mais elles ont besoin d'anticipation maintenant et il faudra qu'on soit extrêmement attentif à un secteur qui était très sinistré. Un secteur très sinistré. Merci beaucoup Catherine Morin-Desailly d'avoir répondu à mes questions. Et nous allons conclure cette émission avec le président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères, le sénateur Christian Cambon, qui va venir prendre votre place. Merci Catherine Morin-Desailly. Bonjour Christian Cambon. On va parler d'une actualité grave et qui a marqué cette séance de questions d'actualité au gouvernement, l'affaire George Floyd aux États-Unis. Tout d'abord, qu'avez-vous pensé, vous, de la réaction de Donald Trump face à cette affaire, son ton martial, le fait qu'il veuille éventuellement recourir à l'armée? Ce sont des propos qui divisent énormément du côté des États-Unis. Écoutez, c'est une situation qui est effectivement assez étonnante parce que, d'abord, ce n'est pas Donald Trump qui a importé le racisme qui existe aux États-Unis depuis des dizaines d'années, depuis si longtemps. Néanmoins, on est frappé du genre de réaction que le président des États-Unis a, car dans une situation telle que celle-là, où le pays est en train de s'enflammer, on pourrait s'attendre à des appels au calme et à la sérénité, alors qu'on a l'impression que chaque intervention consiste à mettre de l'huile sur le feu. Et confier la direction des opérations à un militaire, montrer tous ces gens treillis, faire sortir des armes lourdes, les menacer d'une répression sanglante, je pense que c'est évidemment très grave. Enfin, pour nous ici en Europe, ce serait ressenti véritablement comme une situation impossible. On ne peut pas exclure qu'il y a une démarche de politique intérieure qui s'adresse à une majorité silencieuse, toujours désireuse d'ordre
ce qui est le cas aux États-Unis dans de nombreux États. Il s'adresse à une partie de son électorat par ces signaux de fermeté extrême pour vous. Voilà. On se souvient du reste d'un épisode identique avec l'élection de Nixon qui était revenu pour mettre de l'ordre après des manifestations. Mais je pense que néanmoins, ça donne de très mauvais signaux. On en voit du reste des conséquences dans d'autres pays, y compris dans le nôtre, où tel ou tel groupe essaye de surfer sur cette actualité. Mais je trouve évidemment que c'est assez inquiétant de la part d'un des chefs d'État les plus importants du monde. Christian Cambon, l'affaire George Floyd est-elle comparable à l'affaire Adama Traoré? Peut-on faire un parallèle? C'est ce que pensent en tout cas les gens qui étaient hier dans la rue, les manifestants hier dans la rue. Écoutez, sincèrement, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a en France une histoire, une identité et une acceptation d'une situation qui n'a strictement rien de comparable avec ce qui se passe aux États-Unis. Il a pu y avoir, moi je ne suis pas ni la justice ni la police, il a pu y avoir des errements ou des attitudes critiquables. Les gouvernements successifs ont toujours sanctionné ce genre de choses et la justice tout autant. Je pense qu'il est assez dangereux de surfer sur cette actualité américaine pour essayer de relancer en France une agitation autour de ce cas qui a été certainement dramatique. Mais je pense que ni les circonstances, ni les modes d'intervention, ni du reste les sanctions qui frappent en France les policiers ne sont comparables avec la violence qui a eu lieu aux États-Unis, où je rappelle que les arrestations sont 10 fois plus importantes des Noirs que des Blancs. Franchement, on ne peut pas dire ça en France. Vous jugez qu'il n'y a pas ce même problème de racisme aujourd'hui dans la police française? Il y a toujours un fondement, nous le savons très bien, il y a dans tous les pays, il y a les germes d'un racisme qui est latent dans un certain nombre de nos concitoyens. Il faut le combattre, mais je pense qu'il ne faut pas utiliser et surfer sur cette affaire dramatique qui enflamme les États-Unis pour essayer d'enflammer la France. Et à tout le moins, si on manifeste, je crois que ce n'est pas l'occasion pour recommencer à brûler des boutiques, à brûler des commerces, au moment où notre économie est déjà quasiment à genoux. Je pense que sur ce plan-là, il y a aussi des leçons à tirer. Une toute dernière question, Christian Cambon, autour de l'incident qu'il y a eu tout à l'heure lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement, le départ de l'hémicycle du groupe LR. Votre groupe proteste contre le fait que les visites ministérielles n'aient pas convié des parlementaires de l'opposition sur place. Le gouvernement, tout à l'heure, et notamment Agnès Pannier-Runacher, a répondu conditions sanitaires qui sont très restrictives. Et deuxièmement, elle a jugé que c'était de la politique politicienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que là, en l'occurrence, moi j'essaie d'être toujours modéré dans mes jugements, mais je pense que la réponse de la porte-parole du gouvernement a été excessivement malhabile. Il y a quand même des témoignages de plusieurs départements où les préfets dissuadent des sénateurs et des sénateurs n'appartenant pas à En Marche d'être présents. Nous avons des photos. Mon collègue Grosperrin est en mesure de diffuser une photo où un préfet en uniforme le chasse d'une manifestation mémorielle. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas. Il y a un député égale un sénateur de l'opposition égale un député de la majorité. Et je crois que le gouvernement fait un faux calcul de se lancer dans une affaire pareille. Voilà, la courtoisie parlementaire pour tout le monde. Comme la nôtre, nous sommes là pour écouter les ministres et je pense que c'est ça la République. Eh bien, merci beaucoup Christian Cambon d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de ce débrief des questions d'actualité au gouvernement. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, 14h50, pour une prochaine séance de questions d'actualité au gouvernement. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.